Godefroy Elongama, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de pouvoir te rencontrer. Tu es de ces Africains que lorsqu'on rencontre, on s'en souvient. Il y a quelques années, je t'ai rencontré alors que tu étais producteur de musique et que tu développais un certain nombre de projets. J'ai gardé un souvenir très fort et je me disais, peut-être qu'un jour, il y aura l'occasion de pouvoir parler ensemble. Donc, je me réjouis de te retrouver. Nous parlerons de divers sujets. Tu viens du Congo, mais tu es aussi suisse et quelquefois, je dirais même que tu es un citoyen de Genève. Nous allons parler de beaucoup de choses, de la vie en général, aussi du Congo qui est important, pas seulement pour les Congolais, mais pour le monde entier, parce que le bassin du Congo, c'est aussi le poumon en fait du monde. Lorsque des dirigeants du monde se retrouvaient dans le cadre de la COP 21, tout le monde a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait préserver aussi bien l'Amazonie que le Congo. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur toi, sur ta vie, et peut-être nous parlerons ensuite du Congo. Merci d'abord de la parole que vous m'avez accordée. Parler de moi, je dirais que je suis, comme vous l'avez déjà mentionné, donc voilà, je suis citoyen suisse et puis d'origine congolaise. Père de famille, marié père de famille. J'ai des activités professionnelles comme tout le monde, que ce soit dans le cadre privé ou de manière publique. Alors, comment va le Congo aujourd'hui ? Comme tout le monde le sait, le Congo ne va pas bien, mais il commence à y avoir un petit espoir maintenant. Et juste pour revenir un peu en arrière, donc dans l'histoire, vous savez tout ce qui s'est passé en Afrique centrale, l'histoire du génocide rwandais, avec l'assassinat du président Faye Habyarimana. Et il y a eu des réfugiés qui ont traversé la frontière congolaise et qui ont été accueillis de l'autre côté du Congo, ce qui est tout à fait normal, qu'ils soient criminels ou je ne sais pas. En tant que réfugiés, on est censé d'accueillir les gens qui ont besoin de la protection. Et c'est ça ce que le Congo a fait. Malheureusement, les choses se sont tournées au cauchemar. Je dirais que c'était préparé comme ça. Donc, l'opération turquoise que la France a amenée. Donc, c'était dans l'agenda des USA, les États-Unis d'Amérique, avec les Nations Unies, qui avaient préparé qu'il fallait d'abord attaquer le Rwanda et puis qu'une fois qu'Habyarimana n'est plus au Rwanda, la cible potentielle, c'était le Congo. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui dans la région, il y a le génocide rwandais que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, nous avons le génocide congolais qui est en cours, qui a déjà passé plus de peut-être 10 à 15 fois le nombre d'habitants qu'ils ont tués au Rwanda. Mais ça continue parce qu'il y a les intérêts économiques derrière, que tout le monde en profite. Et c'est comme ça que je dirais que les choses ne vont pas dans le bon sens qu'on le souhaiterait. Alors, il y a un espoir, parce qu'il va y avoir des élections bientôt. Alors, en tant que Congolais, peut-être pas en première ligne en matière politique, mais quand même, tu es au carrefour, tu habites Genève, et Genève, on sait combien Genève peut être assez important pour l'état du monde, parce que non seulement Genève abrite les institutions internationales, mais beaucoup de gens y passent. Alors, comment est-ce que tu vois la suite ? Comme j'ai dit qu'il y a quand même de l'espoir, il y a un espoir, bientôt c'est l'espoir, parce que d'abord, le peuple congolais a pu identifier ce qui lui hante, c'est-à-dire que cette situation de l'occupation du pays, parce que ça, comme je viens de vous relater, que ça a commencé au Rwanda, mais les gens ne savaient pas, il fallait qu'il y ait un parcours, qu'il y ait des massacres, et qu'il y ait vraiment l'identification, qu'on puisse identifier d'où vient le problème. Parce qu'à l'époque, nous supplions, à l'époque, l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies de pouvoir faire quelque chose. Or, on allait demander de l'aide à l'ennemi potentiel, qu'on ne le savait pas. Et qu'aujourd'hui, le peuple congolais est maintenant au courant que ceux que nous demandons de l'aide, des gens qui habitent avec nous, en fait, si on montre du doigt au Rwanda, parce qu'il y a des militaires rwandais ou ougandais qui sont là, mais ceux qui les arment, ceux qui les incitent à venir massacrer la population, c'est les Nations Unies, c'est les USA, et y compris la France, avec l'Union européenne. Donc là, je ne mâche pas le mot.
on a identifié l'ennemi. 2, on a compris les enjeux qui se passent autour. Et 3, les criminels numéro 1 qu'on nous avait imposés, qu'on nous a mis en place par Joseph, comme on l'appelle, Joseph Kabila, mais son vrai nom c'est Hippolyte Kanambe, et qu'on lui a donné alias Joseph Kabila, qui est au pouvoir, qui a terminé le faux mandat qu'il avait mis en place, qu'on lui avait mis en place, et qui partent. Et si j'ai dit, je parle de l'espoir, c'est vrai, parce que, comme je viens d'évoquer les 2 éléments, et que maintenant, pas seulement la conscience de la population, mais le peuple est déterminé. Et on va lui dire au revoir. Mais malgré que lui, de son côté, il n'a pas compris qu'il y avait un au revoir qui était en place et que les jours passent et petit à petit commence la communauté internationale, globalement, bon, c'est vrai que vous avez... donc, tu as des positions en tant que Congolais par rapport à ce qui se passe. Bon, la communauté internationale, globalement, dit à Joseph Kabila qu'il ne doit pas présenter, il ne doit pas aller au-delà du mandat et qu'il doit organiser donc des élections assez rapidement. Donc ça veut dire d'ici à la fin de l'année. Alors, il y a beaucoup de personnes dont on parle par rapport à ces élections. On parle de Moïse Katumbi, on parle de Tshisekedi. Comment est-ce que toi, tu vois les choses globalement par rapport à ce qui se passe ? Parce que la question de l'imposture de Joseph Kabila, elle a été largement abordée. Hein. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Effectivement, beaucoup de gens parlent d'une origine rwandaise de Kabila. Mais maintenant, après Kabila, qu'est-ce qui va se passer au Congo ? Ben effectivement, si je critique la communauté internationale parce que je déplore ce côté négatif, mais en même temps, ça reste un de nos meilleurs partenaires. Parce que s'il y a eu des problèmes, lorsqu'il y a eu des problèmes au Congo, les Congolais se sont fixés comme objectif de fuir les pays pour venir en Europe. Donc ça reste un de nos partenaires, nos frères, nos amis, et je dirais même... comment dirais-je, c'est des gens qu'on vit toujours ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas des ennemis, entre guillemets, c'est seulement que la stratégie politique qu'ils avaient mis en place, c'est une mauvaise stratégie. Parce qu'il faut avouer, et vous le voyez d'ailleurs tous les jours, la destination de tous les gens qui sont en détresse aujourd'hui, c'est d'ailleurs partout, mais c'est surtout l'Europe. Parce que si on arrive ici, on sait qu'on peut nous donner peut-être de quoi se nourrir et donner 2 fois même l'espoir de retrouver la vie réelle. Donc, je ne peux pas faire la polémique là-dessus. Les gens ils connaissent un peu comment ça se passe. Et puis en même temps, les Européens qui nous accueillent, eux-mêmes aussi, ils ont leurs propres problèmes à résoudre. Ils ont des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Mais quoi qu'il arrive, il y a 2 fois des idées divergentes, mais nous sommes accueillis ici et nous avons une certaine liberté de pouvoir dénoncer certaines choses sur terre européenne. Et là, il faut rester reconnaissant. Même pas reconnaissant, mais il faut vivre ça tous les jours. Donc, c'est ça ce que je vis tous les jours. Mais en même temps, on ne peut pas jouer les doubles jets. Et si la personne qui vous aide, et puis qu'en même temps, il vous poignarde dans les dos, il faut lui dénoncer parce que ce n'est pas son identité, ce n'est pas l'identité des Européens. Les Européens, ce ne sont pas des barbares. Ce sont des gens qui respectent la dimension humaine. Tu as parlé donc d'une part de l'hypocrisie du jeu international. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il adviendra du Congo ? Donc, on a parlé des différents acteurs. Est-ce qu'on peut envisager un Congo avec Katumbi à sa tête ? Est-ce qu'on peut envisager un Congo avec, je dirais, Tshisekedi ? Qu'est-ce qui va se passer au Congo exactement ? Ben, c'est comme dans tous les systèmes politiques. Quand il y a un pouvoir, surtout dans le régime dictatorial, il y a un qui part. Il faut d'abord lui qui parte. Pour faire partir Hippolyte Kanambe, c'est toujours un combat. On se bat. Même la communauté internationale qui lui a demandé de partir, avec la parole, il ne partira pas. Il faut mettre des mécanismes en place qui lui permettra de partir, de lui contraindre à partir. Et c'est comme ça que j'ai dit que nous avons de l'espoir parce que nous avons mis ces mécanismes en place, que nous préparons la date butoir pour le faire savoir que c'est fini pour toi. Donc voilà. Maintenant, quand lui, il part, c'est un pays. Dans un pays, il y a toujours cette logique de la continuité, quels que soient les drames. Donc le Congo va aller de l'avant. Maintenant,
Qu'est-ce qui adviendra pour le Congo demain matin? Ça, c'est ma responsabilité numéro 1. Parce que pour moi, le souci, c'est d'abord de ramener la démocratie dans son essence véritable. Donc, chacun a sa vision de voir les choses. Pas seulement pour le Congo, mais pour le monde. Et pour moi, la démocratie, c'est un atout nécessaire pour la continuité de la vie de l'être humain. C'est comme ça que moi, je ne peux pas demander qu'est-ce que le Congo adviendra demain matin si Kabila part, même s'il y a un pouvoir qui va lui remplacer. Je ne sais pas de tout ce que vous voulez dire là-dessus. Je ne peux pas dire parce que moi, je ne suis pas candidat, mais pour moi, je suis observateur. Tu as un avis, tu es un observateur actif, mais aussi averti. Exactement, je suis averti, c'est comme ça que j'ai dit que c'est que moi, par rapport à moi, si vous me posez la question, qu'est-ce que ça deviendra, je vous dirais clairement que pour moi, on devrait d'abord changer le système politique qu'on a aujourd'hui avec les 4 institutions, par exemple. Le président de la République, il y a le gouvernement, le Parlement et les cours et tribunaux. C'est très bien, mais le pouvoir, il est complètement concentré par le président de la République. C'est un système ancien qu'on a mis en place, d'ailleurs qui ne marche ni en France, ni, je dirais même dans les institutions européennes, parce que dans tout ça, ils ont oublié le peuple. Et pourtant, lorsqu'on parle d'un État, comme j'avais dit dans une interview il y a 4 ans en arrière, que Sibibi, donc ma chaîne, m'avait accordé, j'avais dit clairement qu'il fallait revenir dans les éléments essentiels de la constitution d'un État. Alors, s'il faut parler d'un État, comme j'avais mentionné, il y a le premier point, on parle toujours de peuple. Parce que s'il n'y a pas un peuple, on ne peut pas parler d'un État. On ne parle d'un État que s'il y a un peuple. Donc, ça fait partie des éléments numéro 1 de la constitution d'un État. Et après, il y avait l'élément que je rappelle encore aux auditeurs aujourd'hui, le territoire. Donc voilà, le peuple doit vivre dans ce territoire, doit appartenir dans ce territoire. Et il y a ce qu'on appelle les institutions politiques ou un pouvoir politique en place qui va organiser la vie de ces êtres humains. Or, si vous voyez dans les institutions actuelles, comme c'est quelque chose que je répète tout le temps, mais c'est tellement essentiel, partout, que vous voyez en France, moi, j'ai vu, par exemple, l'histoire de mariage pour tous. J'ai vu l'article qui vient de sortir. Il y a le peuple qui sort dans la rue, mais il y a le président de la République qui dit « Je tiens ma position ». Mais attendez, je tiens ma position. Mais qui sont dans la rue? C'est le peuple. Vous êtes qu'un gestionnaire. Et le gestionnaire dit au propriétaire que je tiens ma décision. Vous voyez? Donc, il y a une anomalie qui est là, qui est ancré dans les têtes des gens. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'on ne peut pas commencer à parler de ça. C'est comme ça que j'ai imaginé en tant qu'intellectuel. J'ai dit, dans cette histoire, il fallait donc sortir de cet enfer. Il fallait créer quelque chose qui devrait mettre les choses en équilibre. Donc, je suis revenu en arrière. J'ai dit, lui, le peuple, il fallait qu'il puisse savoir sa place. Donc, en fait, ça, c'est... On peut... Tu t'inspires peut-être du modèle suisse où en fait pas du tout. Il y a le peuple a plus d'initiatives. Non, même pas ça. Donc pour moi, surtout c'est dans la Constitution et on va aller surtout dans les institutions. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai imaginé la 5e institution dans le système politique actuel qu'on appellera ça la doctrine à la souveraineté nationale. Donc cette doctrine nous permettra de pouvoir revenir dans la démocratie dans son essence véritable. Parce que si le peuple n'existe pas dans un système politique démocratique, il faut savoir que la démocratie est triffée. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui pour pouvoir éviter des frustrations. Parce que dans une démocratie, si on n'arrive pas à reconnaître les droits des minorités, on ne peut pas écouter des gens qui vous ont mis en place. Ça ne sert à rien de parler de la démocratie. Et c'est comme ça que j'ai dit que ça soit ce que je veux faire parce que le droit doit être d'abord universel. C'est-à-dire que ça ne doit pas être
un cas particulier pour le Congo. C'est comme ça que je revendique d'ailleurs le terme que je pouvais même utiliser avant, de revendiquer donc que je suis le père de la 5e institution dans le système politique actuel. Donc c'est un débat, le débat de la... Enfin, pour Exactement. se caler sur la France, et par exemple c'est le débat autour de la 6e République. Alors toi, pour le Congo, tu envisages donc une réorganisation institutionnelle avec un 5e élément. Donc, Voilà. Alors lorsqu'on parle donc du Congo, ce qui a aussi... qui sont venus dans les débats publics, c'est la question des combattants. Oui. Hein? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un combattant? Un combattant, c'est tout simplement c'est quelqu'un qui souhaiterait qu'il y ait des changements positifs dans son État, dans son pays, là où il vit, qu'il y ait le respect de l'être humain, qu'on puisse respecter les droits fondamentaux, que tout le monde puisse vivre en paix. C'est ça, les combattants. Et je fais partie de ce groupe. Donc, on est en train de se battre pour qu'il y ait une démocratie véritable. Alors, bon, les combattants, moi, je suis artiste. Moi, j'en ai entendu parler d'abord dans les milieux musicaux. Et la musique, elle est très importante au Congo. Et les combattants ont arrêté pas mal de concerts. Enfin, c'est ce qui est dit. Il y a eu aussi des figures fortes dans ce milieu qui sont devenues aussi des politiciens. Dans un premier temps, qu'est-ce que toi tu penses de ces annulations de concerts et tous les deals qu'il y a eu autour de toutes ces questions? Ensuite, nous parlerons d'une personne, notamment Rex Kazadi, qui a été l'incarnation de ce mouvement. Moi-même, comme étant producteur, vous savez qu'on a arrêté ce métier. Donc, j'étais dans le domaine de la musique. J'ai arrêté pour l'amour de tout le monde, pour l'amour des massacres, des femmes violées, des Congolais égorgés tous les jours. C'était dans le souci. Pourquoi? Parce que la musique congolaise, c'est une musique qui a, je dirais même pas une intense activité de sentiments, mais c'est sous forme d'une frénésie, quoi, qui est mise en place et puis qui fait incarner la pensée du peuple. Et à l'époque, on avait demandé aux musiciens congolais de pouvoir chanter pour le changement au Congo. C'est tout ce qu'on leur avait demandé. Mais ils ont fait les contraires. Ils sont allés chanter pour Kabila. Il dit, tu es bien, regardez tout ce que tu fais, tu nous as construit les hôpitaux. Et pourtant, tous ces gens, quand ils sont malades, ils cherchent des moyens pour venir se soigner en Europe. Vous voyez? Et ça nous a vraiment rentré de travers. Nous avons dit, on croyait que vous étiez du côté de la misère du peuple. Or, vous êtes transformés en bourreau contre le peuple, d'où il n'y aura plus de musique ici, même si on sait que nous, les Congolais, nous sommes les adeptes de la musique, et puis que les gens, ils nous ont donné cette caricature. C'est quand même quelque part une réalité. On adore la musique fait partie de nous. La sape, la musique, ça, on ne peut pas nous enlever. Mais il y a des situations, des fois, quand ça arrive, il faut essayer peut-être d'appréhender du recul. Et c'est ça ce qu'on a fait. Nous n'avons pas dit que nous bannissons la musique, nous avons dit que... Mais c'est quand même été un gros coup pour les musiques. Je veux dire, il y a des zéniths qui ont été annulés, toutes les grandes salles, je veux dire, oui. Des grands artistes congolais qui ne pouvaient pas se déplacer. On ne peut pas revenir en arrière. J'ai dit que ça continue et ça reste en vigueur, parce que tant qu'on continue à violer les femmes, tant qu'on continue à égorger les Congolais tous les jours qui passent, il n'y aura rien. Nous ne pouvons pas faire la fête avec nos ennemis pour leur applaudir, dire que voilà ce que vous faites est bien. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais nous n'avons pas banni la musique. La musique, elle est là et elle restera toujours. Nous allons parler de Rex Kazadi. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui? J'aimerais bien que vous posiez cette question à Rex Kazadi lui-même, parce qu'aujourd'hui, il a sa conscience. C'est vrai que, comme vous le dites, il y a 4-5 ans en arrière, Rex Kazadi, c'était... c'était un compatriote, comme on l'imaginait. C'était un compatriote, c'est quelqu'un qu'on croyait faire le combat ensemble. Mais ce qu'il est devenu aujourd'hui, je pense qu'il a sa conscience. Mais je crois que ce qu'il est devenu aujourd'hui, il ne partage pas le même valeur que ce que... Ce n'est plus un combattant? Pour moi, non. Vous pouvez poser peut-être cette question à Kabila et son gouvernement qui lui a accueilli à Kinshasa.
Et voilà, quoi, parce qu'il y en a d'autres qui passent à Kinshasa, qui sont tout de suite là. Quelqu'un comme moi, quand je débarque à Kinshasa, donc il n'y aura même pas de questions à poser. Donc ça sera tout de suite là, 15, 30, 1 heure du temps après, c'est fini. Vous comprenez? Mais Khaled, il est passé là-bas, il a été encadré par la sécurité de Kabila. Donc voilà, quoi, c'est pas mal, hein, comme pour être un combattant qui combat l'adversaire, et puis l'adversaire féroce comme Kabila puisse vous ordonner des militaires de vous protéger. C'est pas mal. Nous allons, avant de revenir sur la musique, reparler quand même de l'avenir du Congo. Moi, j'y tiens, parce qu'effectivement, il y a le changement politique que tu appelles, que beaucoup de Congolais appellent. Je pense que aujourd'hui, même la communauté internationale, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des mandats qui doivent être respectés. Donc Joseph Kabila, très certainement, ne va pas aller contre à la fois la communauté internationale et la volonté populaire. Néanmoins, parlons quand même de ce qu'il y a. Il y a beaucoup de leaders aujourd'hui au Congo. Il y a Kamere, il y a Katumbi, il y a Tshisekedi. Est-ce qu'il y en a un qui peut représenter une alternative intéressante? Parce que de toute façon, si Kabila part, la seconde d'après, il faudrait qu'il y ait un président de la République. Il faut que les institutions marchent. Ces institutions qui peuvent effectivement contribuer à changer, à procéder à un changement, éventuellement adopter donc ce 5e élément dont on parlait tout à l'heure. Alors, comment tu vois ce paysage politique? Oui, c'est vrai, c'est... Bon, on n'aime pas trop critiquer encore des gens parce qu'on va rester dans la position des critiques. C'est vrai que, par exemple, M. Etienne Tshisekedi, c'est vraiment un opposant emblématique. Mais il a 80 ans, un plus peut-être. Mais croyez-vous vraiment que quelqu'un comme moi, je dois soutenir quelqu'un qui a 80 ans pour pouvoir prendre la charge du Congo? Je l'aime, j'apprécie ce monsieur, je reconnais ses qualités, mais franchement... en tant que responsable, si je vois toute la dimension du travail qui se présente à l'horizon, à moins que je sois un aventurier pour dire que je préfère M. Etienne Tshisekedi, vous voyez? Oui. Même si lui, mais il a sa... Je dirais qu'il a ses raisons à se présenter. Hein. Je ne peux pas lui mettre le bâton dans le roue, ça c'est clair. Mais moi, je ne veux pas le soutenir à 80 ans. J'ai dit, il y a un moment pour comprendre qu'il y en a d'autres qui sont derrière moi pour qu'on le laisse passer. Donc, faire. Alors, on va procéder par élimination. Alors, donc, tu donnes du crédit à Tshisekedi, dirigeant emblématique, mais en fait, il doit penser à la retraite. C'est une évidence, mon frère. Alors, 80 ans, on est des humains, il a 80 ans, je suis désolé. Katumbi. Katumbi, il vient du PPRD, comme lui-même l'a revendiqué. PPRD, c'est le parti qui a facilité l'occupation du Congo. Et dans cette occupation, ça fait que le Congo reste ingouvernable. Comme je l'ai dit, il y a 4-5 ans en arrière, je n'ai rien changé. J'avais dit il y a 4-5 ans en arrière que Kabila, avec sa compagnie, était là pour rendre le Congo ingouvernable. Ce qui est évident aujourd'hui. Donc c'est la fameuse stratégie du chaos que Honoré Ngwanda... Honoré Ngwanda n'est pas candidat. Honoré Ngwanda, il reste combattant. Pour lui, comme il a toujours dit, il faut d'abord faire partir l'occupant. Mais on est quand même il fallait se débarrasser d'abord de la politique d'occupation, et s'il y a réellement une démocratie véritable, et c'est dans ce cadre-là qui pourront peut-être dire que mais pourquoi pas? Mais c'est un combattant. Et quand on se bat dans un combat, on ne peut pas dire que hurrah, on a déjà la victoire. Il faut d'abord continuer le combat. Et c'est comme ça que je vois le combat de Ngwanda. Ngwanda, il ne s'est jamais présenté pour être candidat, quoi que ce soit. Il a toujours appelé le peuple congolais pour se battre, pour se débarrasser des imposteurs. Alors, Vital Kamerhe, il vient aussi du PPRD, donc éliminé. On voit aussi comment j'ai choisi Joseph Kabila. Mais j'ai dit, il y a ce que je viens de le dire tout à l'heure, donc il faut avoir une dimension essentielle de la démocratie véritable. Vous détruisez demain matin, et aujourd'hui vous revenez, vous dites que venez, on va faire ce qu'on veut. Moi, j'aime pas ça. Moi, je veux qu'il y ait de la responsabilité, qu'il y ait de la conscience politique.
qui ait de la conscience personnelle, qui ait un esprit de responsabilité. Concrètement, on est quand même dans un monde qui évolue. La politique, ce n'est pas quand même un métier de délinquant. Tu es un citoyen suisse. Aujourd'hui, je dire que les gens ils bougent, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le fait d'avoir un lien avec le Rwanda disqualifie pour pouvoir faire de la politique au Congo? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que lui, Kamere, il a toujours vécu au Congo, ce monsieur. Il a vécu au Congo, c'est lui qui a tourné sa veste contre le Congolais. Mais le Congo, c'est un pays d'accueil. Vous connaissez Manu Dibango, vous connaissez Boilotin, vous connaissez tous ces grands personnages. Donc, ce sont des Congolais, mais qui sont venus des autres pays d'Afrique. Hein? Vous connaissez le frère Mangamba, donc, qui était de l'Italie, qui sont de Congolais, mais qui sont venus d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y en a tant de Congolais, tant de Congolais. Donc, on n'est pas... Moi, je suis là aujourd'hui, je m'appelle citoyen suisse, mais je suis Congolais. Mais pourquoi je dois accepter qu'il y ait que je sois suisse et puis que je ne puisse pas accepter que ça soit vice-versa? Pourquoi pas? Mais... quand je suis en Suisse, je respecte quand même ce qui est en Suisse. Je respecte les institutions suisses, je respecte ce pays. J'essaye de m'adapter à ce qui se passe ici. C'est vrai, s'il y a des choses qui ne vont pas, je les dénonce. Ça, c'est sûr et certain. Mais je ne dois pas encourager le mal. Vous voyez? Alors, ça. Le Congo... D'ailleurs, j'appelle tout le monde qui souhaiterait venir au Congo, s'il souhaiterait venir pour vivre en paix et pouvoir faire quelque chose pour le Congo, je les invite. Alors moi j'insiste quand même sur ce qui se passera après, parce que c'est vrai qu'on va prévoir de changer tout l'arsenal politique, mais je veux dire, le Congo a une importance internationale qu'on ne peut pas nier. Le Congo est très riche. Il y a des mines, il faudra à un moment donné envisager un code minier. Est-ce que, en tant que politique, on ne doit pas déjà penser à ces choses? Le code minier, la circulation des personnes, la question des minorités, le règlement des conflits avec le Rwanda, par exemple. Ça fait partie d'une réalité de la pensée de la personne qui est directement concerné comme moi. Donc tu as des idées. Alors, on veut ces idées. Est-ce que tu peux... Oui, mais vous voyez maintenant dans la situation où nous sommes, où il y a des gens de gauche à droite, quand j'ai parlé par exemple de la doctrine à la souveraineté nationale comme étant une 5e institution qui doit être mise en place pour pouvoir donner la place au peuple, c'est déjà très important. Et dans cette doctrine à la souveraineté, c'est-à-dire comment on peut exercer cette institution pour que ça puisse vivre en harmonie avec les autres institutions. C'est ça peut-être la question qu'il faut poser, parce que ce n'est pas quelque chose de facile et c'est là que toute chose est bien déterminée. Mais peut-être qu'on pourra en revenir une autre fois. C'est vrai, aujourd'hui, les enjeux géopolitiques qui regorgent le Congo, que ce soit du côté des ressources minières et consorts, je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a un problème. C'est que le Congo a tout ça, mais le Congo manque des individus. Et moi, je fais partie de ces individus. Il faut le reconnaître. Parce que si nous étions capables, nous étions compétents comme les Européens, on ne pouvait pas avoir tous ces problèmes. Et si nous étions organisés comme les autres peuples de nation, nous ne pouvons pas demander tous ces secours. Le problème, c'est d'abord nous. Mais le Congo a des grandes têtes, de très grands intellectuels, de grands businessmen, de grands sportifs. Les théoriciens, oui. Non, mais quelqu'un comme, par exemple, Dikembe Mutombo, il fait des choses au Congo. Oui, Mutombo Dikembe, comme vous le dites, c'est vraiment... Il y a le docteur Mukwege. Moi, j'ai encore, il n'y a pas très longtemps, discuté avec mais quand vous voyez les Congo, 2 346 000 km², et que vous me citez 2 ou 3, 4 personnes dans un pays qui reste aujourd'hui le poumon même de la planète Terre, et que vous me citez seulement 2 ou 3, 4 personnes, vous ne voyez pas que c'est quand même lamentable. C'est très lamentable, pas seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. Mais justement, c'est ce qui peut aiguiser les appétits, et puis les gens peuvent avoir envie de venir au Congo, avoir une vision pour le Congo. Mais voilà. Peut-être important que les Congolais donnent une vision très claire et qu'en fait, on ait peut-être un projet politique auquel les gens adhèrent. Voilà. Là, je peux répondre d'une autre manière. Je peux peut-être dire que dès aujourd'hui, et c'est ça ce que nous tous, nous le faisons, que nous,
on a déjà un certain âge. On va faire des efforts, on va aménager des efforts pour pouvoir améliorer notre niveau d'études, notre compétence, que nous soyons plus pragmatiques. C'est d'ailleurs, je rends d'ailleurs hommage à notre ami, M. Paul Kinsuka, qui vient de décrocher son bachelor à l'Université de Genève. Ça, c'est des choses que nous encourageons, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nos enfants, il faut les envoyer à l'école. Il faut les inciter, pas seulement envoyer à l'école pour sortir avec des diplômes, mais être capable de mettre leurs compétences en pratique. Ça, c'est très important. De deux, je pourrais dire ceci. Vous voyez pourquoi je critique ces Africains. Aujourd'hui, l'aspect immobilier, il est vraiment au point mort. C'est zéro, c'est presque toute l'Afrique. Quand vous arrivez dans cette belle terre, vous arrivez là-bas, vous trouverez que l'Afrique se transforme comme un enfer. Ça vous fait peur. Prenez seulement des images, l'image de l'Afrique par rapport à l'image de l'Europe. Mais qu'est-ce qui change? C'est peut-être l'immobilier. On n'a pas des architectes compétents qui sont capables de pouvoir respecter la terre et les transformer en beauté. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Je n'aime pas critiquer les gens, mais j'essaye de tirer la sonnette d'alarme. Et ça, c'est beaucoup plus important. Donc, la solution aujourd'hui, c'est donc de former des élites qui seraient à même... Qui se forment. Il ne faut pas même pas chercher qu'on vous forme. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde apporte quelque chose. Comme je viens de rendre hommage à M. Paul Kinsuka, personne ne lui a formé. Il s'est donné le courage et la détermination de passer cette étape. C'est ce que nous tous on le fait. Hein? C'est ce que tout le monde le fait. Pas de question d'éthique. Je veux dire qu'au Congo, il y a peut-être une dimension d'éthique aussi. Parce que là, l'histoire du Congo, s'il y a... Il n'y a pas eu que le Rwanda, il y a eu l'avant-Rwanda. Le Congo était quand même dans un état de déliquescence. Donc, c'est-à-dire que peut-être, quelque part aussi sur le plan de l'éthique, il faudrait... Mais Mobutu a quand même remis les choses en place. Il faut avouer. Mobutu, quand il était au pouvoir, on a eu quand même le territoire congolais. Nous, on a connu la paix. Donc, c'est notre génération. Nous, on a connu la paix. Et Mobutu avait fait beaucoup de choses. Ça, c'est une bonne question. On peut peut-être revenir en arrière pour nous aider peut-être d'aller de l'avant. Mobutu. Donc le repère aujourd'hui pour le Congo, c'est Mobutu? Non, je donne seulement des exemples positifs. C'est un dictateur. Oui. Mais à l'époque, il faut, pour que l'opinion internationale puisse se rendre compte, à l'époque, Mobutu a pu aider les universitaires. C'est-à-dire qu'il y a un universitaire, si je dis ça aux Européens, ils vont crier au scandale. Le billet d'avion, vous pouvez payer que 75% moins cher pour un billet d'avion. Les étudiants avaient leur bourse et les salaires. Ils avaient un salaire. Mais qu'est-ce que les étudiants ont fait avec tous ces avantages? Les étudiants, au lieu d'aller étudier, ils ont préféré se retourner vers la musique, l'ambiance. Se marier. Il y a la chanson que tout le monde connaît, je ne sais pas, les Africains surtout, le Mario. Mario, voilà, cette chanson-là, c'était une chanson qu'on a chantée contre les étudiants qui ne voulaient pas travailler parce qu'à l'époque, tellement que les étudiants recevaient leur bourse et que c'était déjà quelque chose qui leur permettait peut-être de vivre, de se marier, de voyager, de tout faire. Ils n'ont pas pensé à ça. Mobutu donnait même des bourses pour venir étudier ici en Europe. Ceux qui venaient arriver ici en Europe, mais Mobutu est tombé. S'il est tombé, c'est parce qu'il y a une faille dans le système. C'est une façon de dire qu'il y a eu des avantages que nous avons gaspillés. Parce qu'on ne peut pas toujours commencer à proposer sans toutefois se rendre compte de nos propres erreurs. Nous avons gaspillé certaines choses. Et l'Africain est toujours courageux de venir critiquer sans se rendre compte de ses propres erreurs. Tout ça, si on les avait mis en pratique, si c'est tous ces élites de l'époque-là, ça ne fait pas partie de moi, tous nos aînés-là, s'ils avaient fait quelque chose avec cet argent, avec ces avantages, on ne pouvait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous allez les retrouver dans les discothèques et les bars de Paris, Bruxelles, ils sont toujours là, ils ne foutent rien. Vous voyez? Or, la génération actuelle, la nouvelle génération, doit prendre ça comme exemple parce que l'Europe nous donne la chance de pouvoir étudier sans ménager beaucoup d'efforts. Ben, profitez-en.
pour faire quelque chose. Pas seulement pour les Congolais, pour les Camerounais, pour les Nigériens. Pour qu'un jour nous puissions inviter nos frères européens, de dire que mon cher ami, j'ai envie aujourd'hui de vous inviter de venir chez moi en Afrique, de venir passer par exemple des vacances, de venir passer quelques temps chez moi. Pourquoi pas? Pourquoi seulement nous de chercher à chaque fois venir en Europe? Mais il y a de la terre là-bas, il y a de la vie là-bas, il y a de l'eau, comme on dit que partout les scientifiques qui cherchent là où se trouve de l'eau pour dire qu'il y a de la vie. Mais il y a de la vie là-bas. Pourquoi pas, on peut penser comme ça. Alors, nous allons parler de ce volet, de la question des élites. Revenons sur la musique, parce que la musique a de l'importance pour moi à titre personnel, mais aussi parce que le Congo, en fait, c'est une terre de musiciens et de très grands musiciens. Je peux citer Lokwa Kanza, je peux citer Relema. Et l'actualité récente, c'est Papa Wemba. Donc j'y viens. Alors, qu'est-ce qui est représenté pour toi, Papa Wemba? Bon, Papa Wemba, c'était un grand chanteur. Comme on dit chez nous aussi, c'est un grand chantansman. Donc, c'est quelqu'un qui avait l'élégance de l'habillement, qui aimait aussi s'habiller, la sape, comme on dit chez les Congolais. Donc, on nous connaît un peu comme des sapeurs, c'est vrai, ça fait partie de nous. On le voit, hein. Oui, bon, bah, là, on est aussi, c'est les Français aussi, hein, qui nous ont contaminés ça. Les Belges, c'est des ouvriers, mais c'est les Français qui nous ont contaminés. Les Parisiens surtout. Donc, voilà. Mais il y a une chose aussi que Papa Wemba a apporté, qui est très, très importante, c'est épanouir la langue congolaise à travers. Je chantais en langue congolaise. Papa Wemba, tout le monde chantait en anglais, lui chantait en lingala, avec une fierté énorme. Mais on n'a pas compris le repli de justesse qu'il a pu connaître pour pouvoir retourner du côté de Kabila. Mais en faisant des recherches, j'ai pu comprendre que c'était des charges. Des charges comme tous les Congolais qui aiment faire la fête. Papa Wemba avait des enfants presque partout. Il n'a jamais caché, je crois qu'il y avait 75 enfants. L'enfant, avoir les enfants, c'est une question de responsabilité. C'est une question de moyens. Et ça, ils avaient oublié. Mais bon, il a fait l'unanimité. Hein. On a vu ses obsèques. C'est tous les Congolais, pas seulement les Kabylistes, mais c'est tout le Congo qui a célébré Papa Wemba. Je vais dire une chose, parce que nous, on cherche toujours des choses que les gens ne voient pas. Dans une chanson de Papa Wemba, il avait chanté, il disait, c'était quelque chose, mais les gens n'ont pas retenu ça. Surtout les intervieweurs devraient saisir ça. C'était quelqu'un, quelque part d'honnête, il a dit Bozo batango zala kapena mwa molangwa na leli tini ango ekosaki nga na yo kela papa teo. Donc, il a reconnu lui-même, c'était un mea culpa. Et en psychologie, c'est quelque chose de très important. C'est un langage du corps qui parle, que Papa Wemba reconnaît lui-même que voilà, je n'ai pas pu suivre mes parents. Et il a reconnu qu'à cette époque-là, c'était la jeunesse. Et la jeunesse a une fois de fois ce qu'on appelle la folie. Et cette folie était parfois pas maîtrisable. Mais pour moi, Papa Wemba, je regrette ça. Nalili, c'est-à-dire que je pleure les erreurs que je n'ai pas pu corriger à l'époque. Donc, vous voyez, et ça, il s'est dévoilé quelque part. Mais les gens n'ont pas vu pourquoi il est devenu musicien, pourquoi des fois, je ne sais pas, il fumait un peu de chanvre, parce que quand il fume du chanvre, on vous met dans la classe de voyous. C'est tous ces problèmes-là que les gens n'ont pas compris, parce que peut-être qu'il avait manqué l'aspect éducatif de très bas âge. Mais il ne s'est pas laissé comme ça. Il s'est battu comme un lion pour revenir à la hauteur des attentes de la société. Et il a fait quelque chose. Voilà. Et à un certain moment donné, on commet des erreurs. Il a pu aller soutenir Kabila. Et puis en même temps, c'est la personne qui avait dénoncé Kabila. C'est le seul musicien qui a dénoncé Kabila. Qui a dénoncé comment ils étaient transformés en corrupteurs voraces qui ont détruit les pays, ils ont fait des milliards. C'est Papa Wemba qui l'a dit. Et il est retourné encore chez Kabila. Et il a les résultats aujourd'hui.
Alors, il y a quelqu'un qui représente aussi beaucoup pour les Congolais. C'est dans l'histoire du monde, tout le monde se rappelle ce grand combat de boxe qui a eu lieu en 1974, pardon, au Congo, et c'est Mohamed Ali. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre qu'il était parti? Ouais, le fait d'apprendre, vous voyez, nous, en tant qu'intellectuels, on fouille toujours. Et j'ai fouillé, j'ai pu retrouver des informations essentielles dans le combat du siècle. Dans le combat du siècle, il faut savoir que à l'époque, même nos frères européens, ceux qui n'en savaient pas, peuvent apprendre aujourd'hui que à l'époque, la boxe, c'était un sport de pauvres. Hein. C'était un sport de pauvres pour gagner son gagne-pain. Ce n'était pas un sport qui envoyait les gens pour devenir riches, surtout les Noirs. Et même le musicien de l'époque. Et Don King, ils le savent. Et tout Mais Don King, c'est donc le promoteur de ce combat. Ils le savent. Enfin, c'est là qu'ils se sont rendus compte que le métier qu'ils faisaient, ça pouvait apporter de l'argent. Quand ils sont arrivés chez Mobutu, Mobutu a dit, chez moi, il n'y a ni vaincu, ni vainqueur, ni vaincu. Tout le monde aura sa somme. Il a arrosé Mobutu. Il a arrosé l'argent chez Mohamed Ali et chez Foreman. Et d'ailleurs, Foreman ne s'est même pas beaucoup préparé. Après, il a dit, aux États-Unis, on se bat pour l'argent, mais voilà que j'arrive ici, on me donne tout. Il s'occupait de son chien. Or, à cette époque-là, Mohamed Ali s'occupait de la population. Il faisait sa propagande. Il appelait tout le monde pour venir voir comment il s'entraînait. Il aimait se promener dans le riz de Kinshasa, dans les banlieues, tout ça, pour aller rencontrer des mamans et consorts, et parler avec. Et c'est comme ça qu'il a gagné déjà les combats, avant même qu'il y ait combat. Parce que quand il est rentré dans le ring, tout le monde était à sa cause. Et ça lui faisait cette force de pouvoir donner du spectacle, danser dans le ring et faire tout ce qu'il pouvait faire. Donc voilà. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui la boxe est devenue un sport riche. C'est grâce à leurs frères africains. Mais malheureusement, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à nous, les Africains ou des gens d'origine africaine, dès que vous avez des moyens, vous oubliez tout le monde. Vous cherchez à aller vers les autres horizons. Vous ne voulez même pas voir ces gens. Quand ils viennent dire non, je ne veux même plus le voir. Et c'est ça ce que Ali et Foreman ont fait. À l'époque, il y avait des James Brown, il y avait beaucoup de... Oui, parce qu'il y a eu, parallèlement à ce combat de boxe, il y avait eu le grand spectacle qui avait été organisé par Hugh Masekela, avec beaucoup de musiciens. James Brown, vous connaissez très bien alors. Tout le monde a eu sa manne. Tout le monde a eu sa manne, mais ils ont montré toujours le mauvais côté. Donc, dès que nous avons de l'argent, nous partons, on ne veut plus revenir, on ne veut même plus parler de vous. C'est dommage. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, mais je comprends bien que c'est l'argent. Parce qu'on voit aujourd'hui, dès que vous gagnez de l'argent, vous oubliez les autres. Alors, Godefroy, ce premier entretien va aller vers sa fin. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Nous avons parlé un tout petit peu de l'histoire du Congo. Nous avons parlé des artistes congolais. Je voudrais qu'on termine de manière un tout petit peu gaie, qu'on parle de la SAP. Qu'est-ce que la SAP représente pour toi? Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, de bonne humeur. Donc voilà, c'est d'ailleurs dans toutes les sociétés, s'habiller. Bon, c'est pas comme il y a certains Congolais les font, la SAP, ça devient sous forme d'idéologie. Non, moi je pense que la SAP, ça fait partie de la vie, ça fait partie du bonheur. Et quelqu'un qui s'habille comme il le pense, il est toujours heureux, il est toujours content. Mais seulement, il ne faut pas rester esclave de la SAP. Il faut admirer s'habiller, il faut admirer la vie. Mais il ne faut pas rester seulement esclave. C'est ça ce qui est important. Mais pour moi, la SAP, ça fait partie vraiment du bonheur de la vie. On voit bien que la dimension d'éthique et de morale revient très souvent dans ton propos. Quelles sont les valeurs que tu portes et quelles sont pour toi les valeurs essentielles aujourd'hui pour tout le monde, pour les Congolais, pour le reste du monde? Pour moi, j'aimerais bien vraiment que la responsabilité de chacune et chacun soit active. C'est-à-dire que dans nos conceptions, dans nos manières de vivre, que nous soyons d'abord responsables. Et c'est ça même le fondement même de la doctrine à la souveraineté nationale que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que la responsabilité doit être active.
Elle ne doit pas être quelque chose de certains d'autres, et puis d'autres, ils sont là seulement pour observer, faire n'importe quoi. Tout le monde doit donner quelque chose. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit aménager des efforts. Et ça, si on le fait tous les jours et qu'on arrive à reconnaître aussi les bienfaits des autres, je pense qu'on va aller vers l'avant. Ça, c'est primordial pour moi. Quand on n'est plus responsable, je pense on va vers le chaos. Et j'aimerais bien que tout le monde puisse avoir la conscience et la responsabilité. Cette responsabilité puisse être active.